Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis consultante en sécurité offensive pour Desjardins au sein de l'équipe éthique. Et donc à côté de mon activité professionnelle, je suis assez engagée dans la communauté cyber. Je suis membre du conseil consultatif de la plus grande communauté de professionnels cyber sur LinkedIn. Il y a aussi une communauté qui s'appelle le Canadian Cyber Security Network. Et je suis conseillère stratégique pour la firme Henry & Rowe. Et aussi, je suis blogueuse et mentor auprès de plusieurs associations qui soutiennent et qui promotionnent la place des femmes dans la cyber. Voilà, j'ai été récompensée aussi ces 3 dernières années par des prix comme le top 20 des femmes de la cyber au Canada et Women Hacker of the Year. Très intéressant, très impressionnant d'ailleurs, là, tout ce cheminement-là et c'est tout cette reconnaissance-là. Très, très plaisant justement que tu te joignes au podcast justement pour nous parler des tests d'intrusion qui sont souvent mal menés ou mal compris souvent par les clients. Et puis généralement, les gens en général en TI ont un peu de misère à saisir la portée exacte de ce que c'est. Fait que tu m'as proposé de commencer par une définition justement pour qu'on parle de vraiment qu'est-ce que c'est. Et justement, ensuite, on va découler après ça, puis on va continuer. On va jaser sur le sujet. Parfait. Donc, pour donner une définition, on peut dire que le pentest, c'est une approche qui est axée sur le risque et qui nécessite une bonne compréhension des enjeux et du contexte commercial du système ciblé. Mais pour aller plus en détail, ce qu'on peut dire aussi, c'est que on va tenter de s'introduire dans un système et ça va nous permettre de relever des failles et de vérifier sa sécurité. Et donc on va en discuter un peu plus après, mais l'idée c'est que il y a tout un process et on part pas directement sur attaquer une cible. Il y a tout un process, c'est très encadré et donc et c'est vrai que c'est pour ça que ça peut quand les gens entendent ce genre de définition, ils peuvent avoir un petit peu peur parce que on ne sait pas dans quoi on s'engage, mais en fait c'est tout à fait encadré et il y a toute une phase qui permet justement de bien définir tout ça pour que tout soit fait et que tout le monde soit confortable avec le processus depuis le début du pentest jusqu'à la fin. Oui, effectivement. Puis c'est très important ce que tu soulignes, puisque c'est plus le Far West comme il y avait environ une vingtaine ou peut-être même une quinzaine d'années où il y a beaucoup de gens qui s'improvisaient, puis l'objectif c'était de casser les systèmes et non d'améliorer la sécurité comme c'est rendu maintenant. Donc ça, puis je prends que justement à la fin, on va revenir peut-être sur un mot qui te chatouille. Et justement, cette définition-là, justement, de par le passé, le fait qu'on était plus des casseurs avant, maintenant on est plus dans un contexte. Moi, je contrôle ça, je mets ça dans un contexte de contrôle qualité ou d'assurance qualité qu'on assure à la fin d'un projet, par exemple, ou le suivi d'un projet. Fait que c'est beaucoup plus encadré, beaucoup plus mature. Tu mentionnais qu'il y avait plusieurs phases, justement, parce que c'est structuré. On ne part pas au hasard puis on tire partout. Donc, il y a justement des éléments là, intéressants de ce côté-là. Oui, donc quand on teste, on ne va pas aller directement attaquer, on va planifier d'abord avec le client. Donc ça, disons que là, ça va être plus le moment où on va s'occuper des questions juridiques, on va organiser aussi tout ce qui est scope, c'est-à-dire le scope, c'est quoi? C'est tout le périmètre en fait qu'on a le droit d'attaquer, et ça va être défini avec en partenariat avec le client et avec le projet pour lequel on teste. Hein. Donc, c'est des choses qui sont bien définies. Il va y avoir aussi le moment où on va recueillir tout ce qui est les informations sur la cible. Une fois que toute cette préparation sera faite, donc ça va être la phase de reconnaissance. Comment ça fonctionne? C'est quoi les technologies qui sont utilisées? Et ensuite, il va y avoir donc la phase d'attaque. Et là, ça va être très important de prendre plein de notes pendant ce processus parce que c'est ça qui va nous permettre de prouver tout ce qui a été exploitable. Et donc ça, c'est la phase d'attaque. Et enfin, on va produire un rapport qui va contenir des explications sur la façon de reproduire la faille et de la corriger, mais il va y avoir aussi toute une partie exécutive où on va expliquer tout ce qu'il peut y avoir comme impact en termes de business et tout ce qui est donc il va y avoir réellement une partie moins technique et après une partie bien plus. Voilà. Oui,
Oui, très intéressant. Puis c'est justement toute cette structure-là, c'est important. Surtout puis justement, comme tu mentionnais en introduction, des fois ça fait peur. Justement, la définition de la portée, le scope au début, et justement pour venir bien baliser puis s'assurer que, puis rassurer le client qui demande ce pen test-là, justement pour le mettre dans une case et que on commence pas à partir de partout. Historiquement, il y a eu quelques défis de conformité à ce scope-là. Il y a certains sont pentesters qui étaient plus cow-boy que d'autres, mais maintenant, on est dans un environnement beaucoup plus mature, donc on retrouve moins ce genre de défis et de volonté-là. Très intéressant. Ensuite, puis de là, on va découler les tests. Il y a des différences aussi, parce que là, c'est sûr, on est dans un environnement, il y a certaines entreprises, comme là, tu mentionnais que tu travailles chez Desjardins, qui ont des capacités internes de le faire. La plupart n'en ont pas et justement, on va faire appel à des firmes de consultants justement pour venir les appuyer. Il y a une différence très fondamentale justement comment ça se place. Puis, je vais te laisser en discuter. Moi, j'ai pas l'expérience là-dedans, fait que je vais vraiment te laisser exposer ça. Oui, donc en fait, euh, les différences, ce serait que, par exemple, si on travaille dans une entreprise de consulting ou qu'on est en freelance, la phase de planification, justement, elle sera plus poussée parce qu'il y aura beaucoup plus d'éléments légaux. Parce que, par exemple, quand on travaille pour l'interne d'une entreprise, ben, la partie légale, elle est un petit peu moins conséquente parce que ben, on va signer en gros tout ce qui est NDA, tout ce qui est règles d'engagement une fois, et puis après, on sera couvert pour toute la durée de notre emploi. Mais si on travaille en freelance ou si on fait dans une boîte de consulting, il va y avoir à chaque fois, à chaque début de projet, toute la partie où il y aura tout ce qui est signature officielle des Rules of Engagement. Donc les Rules of Engagement, c'est quoi? Ça va être euh, définir le scope, définir les assets à tester et aussi définir la durée du test, etc. Et c'est vraiment, alors à chaque fois que je parle avec des gens qui sont en freelance, et on est toujours, on tombe d'accord sur le fait que ce document c'est primordial pour un pentester parce que c'est ça qui va prouver que c'est pas un cybercriminel. Parce que c'est ça qui va vraiment le couvrir en termes du fait qu'il va attaquer une cible et donc c'est le papier qui va vraiment définir précisément. Donc il faut toujours, quand on est en freelance ou en boîte de consulting, se procurer ce document ou le faire soi-même et faire quelque chose de vraiment bien détaillé. Il y a plusieurs exemples sur Internet pour vraiment être sûr que voilà, que on est bien couvert comme il faut. Et évidemment, il y a aussi cette notion de non-disclosure qui est très importante pour les clients qu'on va avoir. Et donc là, ça va être aussi important de le signer, etc., pour aussi rassurer les personnes nos clients, pour qu'ils soient voilà, rassurés sur le fait que tout ce qui se passe, c'est confidentiel et que, évidemment, ils peuvent nous faire confiance et on peut, voilà, on va pas aller dire sur tel programme ou sur telle entreprise, il y a telle vulnérabilité et ce sera pas quelque chose qui sera public. On va leur laisser voilà, la confidentialité là-dessus, évidemment. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme différence? C'est que, bah, par exemple, quand on va travailler pour la préparation du projet dans l'interne d'une entreprise, là, ce sera différent dans le sens où on va vraiment s'occuper à évaluer les besoins pour le projet et définir le scope. Donc, il y aura en quelque sorte des règles d'engagement, mais ce sera un peu moins légal puisqu'on est déjà autorisé à tester un petit peu ça du fait qu'on a signé tout ce qu'il fallait signer au moment d'être embauché. Mais c'est quand même important parce qu'il y a, en fonction de la taille de l'entreprise, il y a plus ou moins des grandes équipes, et donc il va y avoir quand même toute cette phase de préparation qui va consister à évaluer les besoins pour le projet, à définir le scope du test et à noter tous les éléments qui vont faire partie du test, et aussi à expliquer un peu l'objectif des tests et pourquoi c'est important. Parce que bon, dans l'interne d'une entreprise, ce qui va se passer, c'est que ça va être les responsables de sécurité qui vont orienter les personnes d'un projet vers le pentest. Et donc, parfois, les personnes n'ont pas forcément la connaissance de ce que c'est qu'un pentest. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir leur expliquer l'intérêt et de pouvoir discuter avec eux de comment on va procéder à ce niveau-là. Et voilà. Et après, en fonction aussi de comment ça se passe pour, en général, la sécurité pour l'interne d'une compagnie,
on a différentes équipes. Après, ça dépend des compagnies et évidemment de la taille des compagnies, mais il y a des équipes qui vont avoir aussi, donc il va y avoir une équipe de pentesters. Il y a des équipes qui vont aussi s'occuper de tout ce qui est vigie. Donc ça va être réellement, ce sera un petit peu moins encadré et ce sera un peu plus vraiment voir si on peut s'introduire dans tel système. Et donc ce sera là vraiment un petit peu moins encadré, mais quand même parce qu'en fait, quand on fait un pentest, c'est vraiment très très encadré au niveau du scope, mais quand on fait tout ce qui est vigie, on va pouvoir aller un petit peu plus loin, mais on va avoir un objectif, on va fonctionner par objectif. Ensuite, il y a tout ce qui est Purple Team qui va permettre de mesurer aussi l'efficacité des contrôles qui sont utilisés par les équipes de défense. Et il va y avoir aussi Red Team qui va permettre d'entraîner les équipes de défense et de challenger en gros tout ce qui était mis en place pour vérifier en fin de compte. Ça va plus se concentrer sur tout ce qui est détection. Et après, il y a aussi des équipes, parfois il peut y avoir des équipes de sécurité applicative, et donc là, ça va permettre d'intégrer en amont la sécurité dans le développement, en améliorant donc au fur et à mesure le processus de sécurité et en formant des développeurs. Et il y a aussi une partie qui est très intéressante. Je suis pas certaine encore que ce soit présent dans beaucoup d'entreprises qui ont leur service de sécurité. Je pense qu'il y en a de plus en plus, mais c'est tout ce qui est threat modeling, modélisation des menaces. Et donc, ça va permettre, en gros, d'identifier les menaces et d'identifier de tout ce qui est prérequis au test. Et c'est très intéressant pour les pentesters parce que ça permet aussi de faciliter tout ce qui est définir les attaques qu'on pourrait effectuer, les chemins par lesquels on pourrait passer. Et ça permet d'avoir vraiment une bonne couverture au niveau du test qui va être fait. Tout ça est très intéressant. Puis c'est ça, la nuance est quand même très importante parce que de ce que j'en comprends, le consulting, on est juste des mercenaires, ils arrivent, on a une job, puis on part rapidement. Contrairement à un volet interne qui est beaucoup plus, à mon sens, constructif, là, il est moins ponctuel. Donc, on arrive, on accompagne les équipes. Là, c'est le fun que tu faisais aussi la distinction entre un pentest et un red team parce que c'est pas la même chose, ça n'a pas le même objectif d'ailleurs aussi. Là. Puis dans le Purple Team aussi à ce moment-là, qui est un travail plus conjoint, c'est très intéressant. Étant donné qu'il y a moins de limites à l'interne, est-ce que il y a plus un objectif de casser, parce que quand on est un consultant, on fait du consulting, on arrive, on n'a pas l'objectif de casser les systèmes, on a l'objectif de vérifier. Mais quand on est à l'interne, est-ce qu'il y a plus un objectif d'aller jusqu'à casser un peu plus loin, parce que justement, il y a un peu moins de contraintes. Est-ce que c'est en plus dans cette direction-là? L'idée, c'est pas de casser, c'est de vraiment vérifier qu'il n'y a pas de possibilité de s'introduire. Donc, ce sera plus d'essayer de couvrir toutes les possibilités, tout ce qui pourrait y avoir comme fuite et de combler tout ça. Donc, ce sera pas réellement de casser. Mais quand je parle d'objectif, ce serait par exemple de dire, on a telle application et on voudrait savoir si en utilisant quel que soit le chemin, si on peut rentrer dans cette application ou on peut réussir à la compromettre. Alors que quand tu vas faire un pen test, ce sera plus, tu dois tester telle application, il y a telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, et on voudrait que tu vérifies que toutes ces fonctionnalités sont sécurisées et que toutes et en gros, donc on va définir le scope. Et puis moi en tant que pen tester, plus le scope est important, plus je préfère parce que ça me laisse plus de liberté sur mes tests. Mais par exemple, je pourrais pas passer par ce que la vigie pourra faire, ce sera passer par un chemin qui est hors du scope, qui serait hors du scope pour moi. Et là, ça peut être intéressant parce que souvent, j'ai une image en tête où je vois où il y a une fenêtre et on me dit c'est ça le scope, c'est sécurise la fenêtre, alors qu'en dessous la porte elle est grande ouverte. Et donc c'est pour ça qu'aussi on attache beaucoup d'importance à définir le scope. C'est parce qu'on veut être sûr que je veux bien sécuriser ta fenêtre, rajouter du scotch, je sais pas, rajouter 10 000 serrures, mais si en dessous ta porte elle est grande ouverte, c'est pas très pertinent. Donc c'est ça qui est, voilà, c'est là que ça va être la différence entre ce qui est vigie et pentest. Donc on va pas réellement casser à proprement parler, on va essayer de trouver ce qui pourrait être une porte ouverte en fait.
Ouais, ben, c'est plus intéressant. Puis de toute façon, c'est plus difficile aussi en consulting de le faire, puisque justement, là, on est très, très précis, beaucoup plus précis quand on est externe parce qu'ils veulent juste vérifier la fenêtre. Puis on n'a pas la visibilité, contrairement quand on est interne, comme tu mentionnes. Mais là, on voit la maison. Puis là, on nous dit, ouais, on teste la fenêtre. Oui, mais tu peux au passage dire, ouais, mais ta porte aussi est là. Puis ça serait peut-être une bonne idée de la rajouter dans la portée. En tout cas, moi, je vois un bénéfice énorme que les gens s'équipent à l'interne d'équipes de cette nature-là, justement pour être capable d'aller pousser beaucoup plus loin. Puis justement, pour m'en parler de pousser beaucoup loin, tu as parlé d'AppSec puis modélisation de la menace, généralement qu'on trouve les deux plus dans le développement. L'introduction justement de Pentest dans le développement, puis ça a des défis différents, parce qu'on ne teste plus des logiciels commerciaux mais là on teste des logiciels maison. Comment l'interaction avec les équipes de développement se fait, et justement la façon de les amener à cheminer puis à faire de la modélisation de menaces, parce que c'est pas nécessairement évident, là. Donc, la modélisation de menaces, ça va se faire où on va avoir des discussions en même temps qu'on aura des discussions avec les personnes qui vont demander leur projet en pentest. On va avoir des discussions aussi avec les personnes qui s'occupent de la modélisation de menaces et on va voir quels seraient les chemins en fonction de la présentation qu'on a eue sur le projet, quels seraient les chemins possibles, et on va déterminer des arbres de menaces et des possibilités et des risques. On va essayer réellement de définir les risques. Et après, moi, ça va me permettre d'utiliser ces éléments qui m'auront été fournis après pour orienter mes tests. Pour la partie AppSec, ça va être inciter les développeurs à se former. Ça va être aussi proposer des pratiques et des frameworks de développement qui sont plus orientés sécurité. Après, j'ai pas une connaissance précise là-dessus parce que je travaille pas énormément avec l'équipe AppSec, mais par contre, je travaille pas mal avec l'équipe de threat modeling et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert le threat modeling, ça m'a fait vraiment plaisir parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça permet d'avoir aussi un autre regard sur un même objectif, un autre regard, et d'avoir aussi les différentes possibilités, les différents risques. Et je trouve que ça couvre encore plus que ce que... quand on est plusieurs sur un sujet, on a bien plus d'idées et bien plus de possibilités de scénarios d'attaque. Absolument, mais moi j'aime bien la modélisation de la menace, mais parce que moi j'arrive du monde d'analyse de risque, fait qu'on le regarde de l'autre côté. Ça sert à rassurer un peu les affaires puis leur donner des termes. Fait il y a comme une liaison entre les deux mondes, puis c'est justement que je pense que c'est Microsoft qui avait popularisé la modélisation de la menace il y a quand même plusieurs années déjà. J'ai des cheveux gris, ça fait ça. Cela étant dit, c'est très, très intéressant. Fait que, puis justement, ça vient comme moduler la portée de l'attaque parce que ça sert à rien d'essayer d'attaquer contre un acteur qui n'existe pas dans ce cas-ci, ou en tout cas, bref, d'intégrer des approches de développement défensif, justement, qu'on peut indiquer dans la tête des développeurs que oui, quelqu'un va essayer de casser l'application. C'est inévitable. Puis justement, de penser que quelqu'un pourrait passer à côté des traités. Très intéressant. Puis c'est justement, ça nous fait glisser vers les différentes méthodologies et les différentes approches globales qui sont associées à ce genre de choses-là, généralement, puis qui changent un peu aussi, qui viennent jouer la portée sur l'information qu'on a au départ et comment on l'utilise et on va plus loin. Oui, donc il y a il y a plusieurs méthodologies, mais en effet, il y a Black Box, donc la boîte noire, et donc dans un test comme ça, on sera réellement placé comme un cybercriminel qui a aucune connaissance interne du système qui est ciblé. Et donc, on va réellement essayer de s'introduire dans le système, mais on n'aura aucune information. Et donc, les informations qu'on aura, ce sera que les informations qui seraient disponibles publiquement. Et donc, ça va permettre de déterminer concrètement les vulnérabilités qui seraient exploitables depuis l'extérieur de la cible. Il y a aussi ce qu'on appelle Grey Box. Le Grey Box, c'est quand on va avoir des niveaux d'accès et des connaissances d'un utilisateur avec potentiellement des privilèges élevés sur un système. Ça va dépendre des cas de figure qui seront souhaités.
Et enfin, il y a White Box, et là, ce sera quand les pentesters auront un accès complet au code source, à la documentation, à l'architecture, à vraiment un maximum de documentation. Et là, ce sera des tests qui seront un peu plus longs, mais ça va réellement couvrir tous les aspects de la cible. Donc, ça va réellement être euh, vraiment un peu plus intéressant et permettre de trouver peut-être des vulnérabilités qui seraient un peu plus poussées, qu'on verrait peut-être seulement, par exemple, en relisant le code ou, ou en essayant des choses avec des comptes ou des choses comme ça. Et bon, bien sûr, quand on fait des pentests en black box, ça peut arriver, parfois même souvent, ça dépend de la sécurité, mais ça peut arriver qu'on arrive à compromettre un compte. Mais c'est pas automatique. Là où on aura des comptes et on aura différents types de privilèges, et ça va nous permettre d'essayer aussi tout ce qui est mouvement latéral, c'est-à-dire savoir si je peux accéder, si je suis un utilisateur A, est-ce que je peux accéder à des choses d'un utilisateur B, et, euh, et donc, ouais, ça va vraiment couvrir plus de choses. C'est vrai que c'est quelque chose qui va être un peu plus long, mais ce sera quand même peut-être qu'est-ce qui va se passer si un cybercriminel arrive à compromettre ma cible. Et ben là, du fait qu'on ait fait un test white box, on aura peut-être plus de choses qui seront couvertes que si on avait fait juste un test black box, et donc ça va quand même rendre les choses plus compliquées pour l'attaque. Effectivement, puis ça fait un beau lien avec la modélisation de la menace, parce qu'en black box, effectivement, on est dans une menace qui est entièrement extérieure avec aucune connaissance et qui doit partir de zéro. Puis il y a la phase de reconnaissance est beaucoup plus importante en black box, parce que justement, elle va plus coûteuse en temps d'apprendre la connaissance et de commencer à comprendre tout ça fonctionne versus le white box où on part déjà avec les cartes et choses comme ça. Je l'aime beaucoup ces approches-là parce que, puis généralement, de mon expérience, c'est qu'on va tester justement l'explosion des privilèges, parce qu'on a tendance à oublier que les utilisateurs légitimes, eux aussi, peuvent nous amener à casser le système et nous amener plus loin. Fait que c'est là où ça devient intéressant de voir pour le pentester de se mettre dans la peau d'un utilisateur un peu trop curieux et justement d'aller pousser l'enveloppe un peu plus loin. Là, c'est une traduction, on dirait un anglicisme. Oui, exactement. Donc, ce volet-là, est-ce que tu as couvert au niveau des métaux ou il y a d'autres éléments que tu voudrais couvrir? Non, pour les méthodologies, c'est correct. Je pense que j'ai fait le tour. Parfait. Puis justement, puis là, on va conclure sur justement, puis on revient sur ce que j'ai mentionné plus tôt. Justement, le fait que ça chatouille l'usage du mot hacker a malheureusement une connotation négative. Puis justement, ça l'amène une difficulté au niveau de perception des pentests, parce que historiquement, oui, il était un peu plus cavalier, les gens étaient moins prudents et moins organisés, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et malheureusement, ça a des effets. Et je vais te laisser en parler. Je trouve ça dommage. En fait, si on cherche la définition du mot hacker, sauf si on va sur des sites spécialisés, on va trouver une définition péjorative, et c'est un petit peu dommage parce qu'il va y avoir en gros des termes comme winner, ou on va dire que c'est des cybercriminels directement. Si on entend la presse, les hackers, quand ils disent le terme hacker, c'est pour désigner les cybercriminels. Ça va un petit peu mieux ces dernières années, mais ça reste quand même encore très présent. Mais en fait, c'est quoi un hacker? Un hacker, c'est quelqu'un qui va détourner l'utilisation d'un outil pour en faire autre chose. Ça, c'est la définition du MIT. C'est quelqu'un qui va être curieux, c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de savoir comment ça fonctionne un système. Mais après, il y a différents types de hackers. Il y a les white hats, les grey hats et les black hats. Et donc, nous, les pentesters, on fait partie des white hats. C'est les personnes qui vont avoir l'autorisation d'hacker un système et qui vont donc faire ça tout à fait légalement. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage que quand on parle de la presse, des attaques ou des choses comme ça, on entend toujours hacker, alors que, selon moi, le meilleur terme serait d'utiliser cybercriminel. Voilà. Je te remercie pour la tribune. Je suis contente de partager cet élément-là. Ouais, mais c'est malheureux que ça l'a dévié, parce que malheureusement, cette culture-là qui était plus underground et mal connue des gens avant, justement, a amené à cette perception dans
dans le grand public, quand dans les faits, ça a été en même temps les vrais hackers, c'est ceux qui ont créé l'Internet et créé les choses, c'est qu'on appelle vraiment les curieux de base qui ont vraiment élaboré. Fait que je trouve ça également très dommage. Puis parce que puis ben des gens pensent qu'on s'entête à essayer de qualifier, c'est juste parce qu'ils comprennent pas, c'est que ça qualifie une communauté qui est la nôtre. Puis on vient teinter l'ensemble de la perception de notre communauté comme étant juste des criminels, quand dans les faits, on est beaucoup plus diversifié que ça. Puis dans l'absolu, les criminels de notre communauté sont minuscules, et comme dans n'importe quelle autre communauté d'ailleurs. Là. Exactement, il y a de tout, et la majorité, c'est pas seulement, c'est pas les cybercriminels. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui, puis c'est intéressant parce que de ce que tu fais, ta contribution à la communauté, justement, est très grande. Justement, tu prends beaucoup de place dans l'univers public, justement, pour amener les choses, de partager la connaissance, puis de pouvoir mettre de l'avant. C'est justement ce côté positif que la cybersécurité peut avoir. Je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que je t'ai sollicité pour t'inviter sur le podcast, puis je trouvais ça très pertinent, justement, d'amener ce vibe de positif puis de bienveillance en cybersécurité. Je te remercie pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci énormément.